Bonjour. À présent, j'aimerais vous parler de quelques exemples qui font intervenir la première loi de Newton, dite aussi principe d'inertie, dont le chapitre commence à la page 15 de votre cours. Alors, j'ai déjà présenté ce principe. J'ai présenté aussi dans une autre vidéo le concept d'inertie, la notion d'inertie. Et si vous allez à la page 19 de votre cours, eh bien, vous avez toute une série d'exemples. Ces exemples s'étendent de la page 19 jusqu'à la page 21, en réalité. Voilà. Donc, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est ces 5 exemples qui commencent à la page 19 et qui vont jusqu'à la page 21. Alors, ces exemples, ce sont des exemples des applications en fait, de la première loi de Newton ou du principe d'inertie. Et c'est vraiment des exemples, des situations très courantes dans la vie de tous les jours. Alors, bon, évidemment, le premier dont je vais parler, c'est justement pas une situation de la vie de tous les jours, mais rappelons-nous quand même, avant d'attaquer ces exemples, qu'est-ce que c'est que la première loi de Newton ou le principe d'inertie? On peut le simplifier par cette écriture, c'est-à-dire que si un corps est en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qu'il avance en ligne droite à une vitesse constante, ou qu'il est immobile, la vitesse est constante, il faut juste que la vitesse soit constante, alors la somme des forces qu'il subit est égale à 0. Et ça va aussi dans l'autre sens, si un objet l'ensemble des forces qu'il subit se compense par μ, ce qui fait que la somme des forces est égale à 0, alors dans ce cas-là, eh bien, il va se déplacer en mouvement rectiligne uniforme. Donc, soit à vitesse constante, soit il est immobile. Alors, le premier exemple que je voudrais vous montrer, le premier exemple dont j'aimerais parler, c'est une erreur très fréquente qu'on voit dans les films, en réalité. Il se trouve que, donc, je parle des films de science-fiction. Dans l'espace, il faut savoir qu'il n'y a pas d'air. Donc, si vous avez par exemple, sur la Terre, quand il y a un avion qui vole, eh bien, cet avion, il vole dans l'air. Donc, l'air exerce des frottements sur cet avion. Mais dans l'espace, il n'y a pas d'air. Donc, quand vous avez un vaisseau spatial, une fusée qui se déplace dans l'espace, eh bien, cette fusée, ce vaisseau ne va pas subir de frottement de l'air, puisqu'il n'y a pas d'air. Donc, il n'y a pas de frottement. Si en plus, cet objet, il est loin de tout astre, vous prenez un film, par exemple Star Wars, ce genre de choses, et puis vous avez donc un vaisseau qui va d'une planète jusqu'à une autre planète. C'est assez fréquent. Eh bien, quand il est entre les planètes, eh bien, il est loin des astres et donc il n'y a pas de force de gravitation. Il est donc dans une situation qu'on appelle une situation d'apesanteur. Apesanteur, voilà. Donc, s'il n'y a ni force de gravitation, ni frottement, il n'y a aucune force. Donc, s'il est soumis à aucune force, d'après la première loi de Newton, qu'est-ce qu'on a? La première loi de Newton, elle dit que si la somme des forces est égale à 0, ce qui est le cas, puisqu'il n'y a pas de force, alors l'objet devrait se déplacer en MRU. Donc, en fait, dans la réalité, dans l'espace, les corps qui peuvent se déplacer et faire des très longs voyages en mouvement rectiligne uniforme, parce que justement, ils sont soumis à aucune force, ni des frottements qui les freinent, ni des gravitations qui les dévient. Et c'est donc pour cette raison que dans l'espace, on a des météorites, des astéroïdes, des objets qui se déplacent sans avoir de moteur. Et la grosse erreur, je parlais tout à l'heure de Star Wars, de ce genre de film, c'est que souvent on voit les vaisseaux qui activent des réacteurs pour se déplacer dans l'espace, alors que justement il n'y a pas besoin de le faire. C'est même contre-intuitif, c'est même, je dirais, un peu stupide, parce que si on utilise du carburant pour faire fonctionner les réacteurs d'une fusée pour se déplacer dans l'espace, justement, on gaspille ce carburant, alors qu'en réalité, il suffit juste de donner une impulsion au départ, puis qu'une fois qu'on a un peu de vitesse, eh bien, on arrête tout, et puis on continue en MRU, comme je viens de vous l'expliquer. Deuxième exemple dont j'aimerais vous parler, c'est l'exemple d'un saut en parachute. Alors, lorsque quelqu'un fait un saut en parachute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme vous le savez, les gens tombent en fait d'un avion parce que justement, ils sont soumis à une force de pesanteur qui est dirigée verticalement vers le bas. Vous avez une personne, je vais dessiner une petite personne ici en jaune,
voilà, qui tombe. Et donc, pourquoi est-ce qu'elle tombe? Elle tombe parce qu'elle subit une force de pesanteur qui va vers le bas. Donc, elle a une vitesse aussi qui va vers le bas. Et donc, si elle a une vitesse, l'air va exercer sur cette personne des frottements. Forces de frottement de l'air, en fait, qui sont dirigées vers le haut puisque la vitesse va vers le bas. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Lorsqu'on fait un saut en parachute, on a ce genre de choses qui se produisent. Alors, évidemment, les frottements de l'air sont relativement petits. Mais en fait, plus la chute augmente, plus la chute est longue, plus la vitesse augmente. La vitesse augmente, et plus la vitesse augmente, plus les frottements augmentent. Donc en fait, vous avez la vitesse qui augmente, et donc du coup, les forces de frottement augmentent. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, les forces de frottement, alors c'est un moment qui peut être relativement long, mais en tout cas, ça peut se produire. Au bout d'un moment, la force de frottement, elle grandit, mais elle va grandir jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que la force de frottement, elle va grandir jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que la force de frottement soit égale au poids. Lorsque la force de frottement est égale au poids, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si la force de frottement est égale au poids, alors à ce moment-là, quand on calcule la somme des forces, les deux forces ici, elles se compensent. Donc la somme des forces est égale à 0. Et donc, si la somme des forces est égale à 0, d'après la première loi de Newton, on a un MRU. Donc ça veut dire que la vitesse est constante. Donc du coup, si la vitesse devient constante, elle arrête d'augmenter. Ça, c'est fini. Donc du coup, la force de frottement arrête d'augmenter aussi, puis on en reste là. Et donc du coup, la fin de la chute, elle se fait à vitesse constante. Évidemment, si vous ouvrez le parachute avant d'arriver à ce stade où il y a la force de frottement qui équilibre le poids, eh ben, le phénomène se produit plus vite en réalité. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'au fur et à mesure de la chute, les frottements diminuent avec la vitesse. D'abord, ils augmentent avec la vitesse. Et puis, petit à petit, j'aurais pas dû mettre diminue, j'aurais dû mettre augmente, pardon, augmente. Là, c'est une grosse erreur de ma part. Ils augmentent les frottements jusqu'à ce qu'ils équilibrent exactement le poids. C'est l'exemple d'une goutte d'eau. Vous prenez à la place d'une personne qui saute en parachute, vous prenez une goutte d'eau. Les gouttes d'eau, elles tombent depuis les nuages. Ils sont très très hauts les nuages. Normalement, si on se prend on peut imaginer que si on se prenait un objet qui tombe depuis si haut sur le visage, ça pourrait faire très très mal. Ça pourrait même nous tuer en fait. Mais une goutte d'eau, ça ne nous fait pas mal, c'est même plutôt agréable. Pourquoi? Parce que justement, au fur et à mesure de sa chute, assez rapidement, les frottements de l'air deviennent égaux au poids. Assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'une goutte d'eau, c'est léger. Donc, le poids étant petit, il n'y a pas besoin de beaucoup de frottements pour les compenser. Puis une fois que la goutte d'eau est en train de tomber et que les frottements ont augmenté et qu'ils sont égaux au poids, du coup, la vitesse, elle arrête d'augmenter. Et puis, la goutte d'eau, elle tombe à vitesse constante. Et donc, c'est une vitesse qui est assez raisonnable, qui ne fait pas du tout mal quand on reçoit une goutte d'eau sur le visage. Autre cas de figure, très très fréquent, que vous avez forcément déjà testé. Ça, je pense que ça va peut-être probablement vous bousculer un petit peu vos conceptions. Vous êtes dans un véhicule qui freine. Donc, par exemple, vous prenez le bus pour venir au gymnase, et puis vous êtes debout dans le bus. Puis tout d'un coup, le bus freine de manière un peu brutale. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes projeté vers l'avant. Alors, si vous êtes projeté vers l'avant, on peut imaginer, on pourrait se dire qu'il y a une force qui nous projette vers l'avant. Mais en fait, c'est une impression, ça. On a l'impression qu'une force nous projette vers l'avant. En réalité, il n'y a rien qui nous projette vers l'avant. En réalité, il n'y a pas de force réellement. Et donc, cette force qu'on a l'impression de subir et qui nous pousse vers l'avant du bus, c'est en réalité une force fictive qui est due à notre inertie. Alors, je m'explique. Je vous ai déjà présenté ce que c'est que la notion d'inertie.
Et je vous ai dit, l'inertie, c'est une propriété que chaque corps a, et c'est donc la propriété qu'il a à s'opposer au changement de vitesse. Donc, en l'occurrence, vous, si vous êtes dans le bus, et puis que le bus freine, le bus, ben lui, il va changer sa vitesse parce qu'il a freiné, parce qu'il a subi une force de freinage. Mais si vous êtes debout dans le bus, puis que vous vous tenez pas comme il faut, vous êtes comme ça, un petit peu olé olé dans le bus, eh bien, cette force de freinage, vous n'allez pas la subir. C'est ce que j'ai marqué ici. Si on n'est pas attaché, aucune force de freinage ne s'exerce sur nous. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes dans le bus et la somme des forces est égale à 0, puisque justement, vous ne subissez pas cette force de freinage. Donc, d'après la première loi de Newton, MRU. Première loi de Newton. Donc, vous continuez en MRU, tandis que le véhicule freine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le bus. Le bus, il roule à 50, puis il freine pour passer à 20. Et vous êtes dans le bus, vous êtes à 50, vous continuez à 50. Donc, en fait, le bus, si vous voulez, le bus, il ralentit, mais vous continuez à la même vitesse. Donc, par rapport au bus, vous continuez vers l'avant. En fait, c'est exactement ça. Vous continuez vers l'avant. Vous n'êtes donc pas projeté vers l'avant. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas véritablement de force qui vous projette et que donc on parle en physique d'une force fictive parce qu'elle n'existe pas véritablement. Autre exemple, vous êtes dans un véhicule qui est par exemple arrêté, je ne sais pas, moi je montais dans une Porsche, admettons, où vous êtes dans un avion. Voilà. Dans un avion, ça se ressent très fortement. Et l'avion, tout d'un coup, il accélère sur la piste pour décoller. Donc, il subit en fait une accélération très, très brusque, brutale. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous êtes plaqué dans le siège. Si vous êtes sur une moto, vous avez tendance à partir en arrière. Pourquoi? Parce que votre inertie, c'est la propriété que vous avez à avoir tendance à ne pas changer la vitesse. Donc, l'avion, lui, il a tendance à changer la vitesse, à l'augmenter, mais vous pas. Vous avez tendance à rester sur place. Donc, l'avion, vous restez sur place, mais l'avion, il vous pousse. Donc, vous êtes plaqué dans votre siège. Donc, ce n'est pas véritablement une force qui vous pousse vers l'arrière. C'est plutôt aucune force qui fait que vous restez sur place, mais c'est par contre l'avion qui pousse vers l'avant. Donc, vous avez l'impression d'être plaqué dans votre siège, comme si on vous poussait contre, puis vous êtes vraiment plaqué vers l'arrière. Mais tout ça, ça n'est que finalement une impression. Enfin, vous l'êtes véritablement plaqué dans votre siège, mais ce qui est une impression, c'est de subir une force. En réalité, il n'y a aucune force qui n'est subie, c'est juste l'effet de votre propre inertie, c'est-à-dire de la propriété que vous avez à vous opposer au changement de votre propre vitesse, par le fait de votre masse, en réalité. Quatrième exemple que je présente, c'est ce qui se passe lors d'un séisme. Donc, un séisme, c'est un tremblement de terre. Alors, quand vous avez un tremblement de terre, en fait, vous avez, je vais dessiner les choses comme ça, on va dessiner en jaune, ici, vous avez le sol, ici, et puis vous avez l'immeuble. En réalité, les immeubles, ils ont des caves, donc ils sont ancrés dans le sol. La base des bâtiments est ancrée dans le sol. Ça, c'est le sol. Donc là, c'est sous-sol. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un tremblement de terre? Quand il y a un tremblement de terre, le sol, il bouge un peu dans toutes les directions, mais principalement de manière horizontale. Donc, il y a des va-et-vient, gauche-droite, on va dire, mais il y a aussi un petit peu vertical, mais bon, on ne va pas chipoter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, quand il y a un tremblement de terre, de très grandes forces sont exercées brusquement sur le sol, dans toutes les directions, mais principalement horizontalement. Donc, la partie du bâtiment qui est, donc en gros, c'est ce qu'on appelle la cave chez nous, le sous-sol. Le sous-sol, eh bien, cette partie-là, elle va bouger facilement avec les vibrations du sol, puisqu'elle est ancrée dans le sol. Par contre, les étages qui sont au-dessus, ici, eh bien, eux, ils ne reçoivent pas directement cette force, puisqu'ils ne sont pas dans le sol. Donc, les étages, ils n'arrivent pas à suivre de manière instantanée. Et il se trouve que les immeubles, c'est des objets qui sont très lourds. Donc, en fait, les immeubles, ils ont tendance à rester sur place, tandis que le bas a tendance à faire des va-et-vient gauche-droite. Donc, du coup, en bas, ça bouge,
mais en haut, moins facilement. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec des mouvements rapides et saccadés à la base, et puis il y a un décalage finalement entre ce qui se passe dans le haut du bâtiment, qui bouge moins vite, puisqu'il a, à cause de l'inertie, il a tendance à rester immobile, et le bas du bâtiment qui bouge vite puisqu'il est ancré dans le sol. Alors du coup, eh bien, ça crée ce décalage et ça crée des vibrations dans la structure du bâtiment qui justement, qui peuvent créer des dégâts, des fissures. Et puis si les fissures sont suffisamment importantes, eh ben, ça peut faire s'écrouler le bâtiment, comme on peut le voir malheureusement trop souvent dans les tremblements. Alors, pour éviter ce genre de phénomène, eh bien, il y a plusieurs possibilités, mais disons l'idée principale, c'est évidemment de déconnecter le bâtiment du sol. Alors, comment faire pour déconnecter le bâtiment du sol? Eh bien, soit vous le posez directement sur le sol, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de sous-sol. Donc, pas de fondation, on va dire. Hein. Pas de fondation. Alors, l'idée même en plus, c'est de rajouter quelque chose entre le sol et le bâtiment. Quelque chose du style des ressorts. Alors, ça, c'est ce qui se fait. Ça, c'est ce qui se fait dans certains pays qui sont très sensibles au tremblement de terre, comme par exemple au Japon. Hein, il y a beaucoup de tremblements de terre au Japon, ou bien sur la côte ouest américaine. Donc, l'idée, c'est de mettre des amortisseurs que je dessine comme des ressorts, hein, mais évidemment, il ne s'agit pas de ressorts à proprement parler. Vous mettez des ressorts et puis vous construisez, vous posez l'immeuble dessus. Alors, l'immeuble, évidemment, il n'est pas, on ne voit pas les ressorts, hein, il y a quelque chose qui cache, hein, on est bien d'accord. Et l'idée, c'est que donc, si le sol se met à bouger de gauche à droite, eh bien, les ressorts, les amortisseurs, en fait, ici, vont amortir ces mouvements qui ne vont pas être transmis au reste du bâtiment. Et donc, du coup, ça va limiter tous ces effets dont j'ai parlé tout à l'heure. L'autre possibilité, c'est évidemment de faire des bâtiments qui sont légers, hein, tout simplement, puisque si ça se produit, c'est à cause de l'inertie des bâtiments. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'inertie, c'est la même chose, c'est comparable, enfin, c'est tout à fait lié en fait à la masse. Donc, plus la masse est grande, plus l'inertie est grande. Donc, si vous voulez diminuer cet effet, bah, vous diminuez la masse des bâtiments. Si la masse diminue, l'inertie diminue. Ça veut dire que les bâtiments, ils auront tendance à bouger facilement avec les mouvements du terrain et donc à accompagner en quelque sorte ces mouvements du terrain. Donc, pour faire un bâtiment léger, plus léger, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des matériaux plus légers, comme du bois, par exemple. Et puis, surtout, on ne va pas construire des gratte-ciels très, très hauts. Hein. Par exemple, à Los Angeles, il y a très peu de gratte-ciel. Il y a beaucoup de maisons de 1 ou 2 étages maximum, de manière justement à diminuer la masse. Et puis après, bah, ça dit. Si, par exemple, l'immeuble doit s'effondrer, bah, s'il n'y a que 1 ou 2 étages, c'est évidemment moins dramatique que si c'est un gratte-ciel de plusieurs dizaines d'étages. Alors, j'en arrive à mon dernier exemple qui parle de ce qu'on appelle la force centrifuge. Alors, moi, ce que je vous dis d'emblée, c'est que la force centrifuge, c'est une force qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une force fictive. C'est un peu comme quand vous êtes dans un bus qui freine, vous avez l'impression qu'on vous pousse vers l'avant, parce que vous giclez en avant, en fait. Mais en fait, le fait de partir en avant, ça c'est sûr que ça existe. Mais en réalité, vous n'êtes pas poussé vers l'avant. C'est juste que vous continuez votre mouvement vers l'avant, tandis que le bus s'arrête. Eh bien, la force centrifuge, c'est quelque chose de tout à fait similaire à cela. Déjà, le mot centrifuge, il faut savoir que dans centrifuge, il y a centri, qui veut dire centre, et puis il y a fuge. Fuge, ça veut dire fuir. Donc, ça veut dire une force qui fuit le centre. Alors maintenant, moi, je vous propose d'imaginer ici un véhicule qui se trouve à un certain point P1 dans un virage, par exemple un carrousel. Admettons un carrousel qui tourne en haut, tout simplement. Là, on est dans une vue de dessus. Donc, à un certain moment, vous le verrez au point P1, et puis un moment plus tard, vous le voyez au point P2. Quand ça tourne, à chaque endroit du cercle, hein, à chaque lieu du cercle, eh bien, la vitesse, elle est tangente au cercle.
toujours. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Si, tout d'abord, prenons l'étymologie du mot centrifuge. Si ça doit fuir le centre, ça veut dire qu'il y aura une force qui vous fait fuir le centre. Alors, cette force, je vais la dessiner en vert. Donc, le centre étant ici. Lorsque la voiture est là, elle va donc subir une force qui va lui faire fuir le centre, c'est-à-dire une force opposée au centre. Donc, vous avez le centre qui est là, tracez les petits traits pour relier, et là, vous avez la force centrifuge. Si au contraire, de manière analogue, si vous êtes, lorsque l'objet est au point P2, eh bien dans ce cas-là, il va subir une force qui va comme ça. Alors maintenant, admettons que malheureusement, ce carrousel se casse et que lorsque la personne elle est au point P2, eh bien c'est justement à ce moment-là que l'objet se casse. À votre avis, que va faire cette personne? Est-ce qu'elle va suivre une trajectoire comme ceci, et puis tout d'un coup, au moment où elle est là, paf, elle va partir comme ça? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va fuir le centre? Ça paraît peu crédible. En réalité, ce qui est plus probable, c'est que la personne, elle fasse le tour ici, et puis qu'au moment où elle va arriver ici, si ça casse, elle va continuer tout droit, en fait. Et c'est exactement ça qui va se passer. Si ça casse ici, la personne, elle va continuer, ou l'objet qui tourne, va continuer tout droit. C'est le principe de la fronde. David et Goliath, avec sa fronde, eh bien, c'est exactement ça qui s'est produit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, si ça se casse, la vitesse de l'objet va rester telle qu'elle était à cet endroit-là, c'est-à-dire V2, c'est-à-dire une vitesse qui est tangente à la courbe, en fait. Donc, l'inertie de l'objet a tendance à lui faire garder sa vitesse. Donc ça, c'est le cas si ça casse, comme j'ai dit, et donc que ça part vers l'extérieur, mais c'est aussi le cas si ça ne casse pas. Donc si ça ne casse pas, qu'est-ce qui se passe? L'objet, quand il est ici, il a tendance à aller contre là, mais en fait, il doit suivre la courbe. Donc ça veut dire qu'il aura l'impression d'être plaqué, en quelque sorte, contre l'intérieur du cercle. Si vous, par exemple, vous êtes dans un de ces tourniquets qu'il y a dans les places de jeu, vous sentez que vous êtes plaqué vers l'extérieur, en fait. Donc, si vous êtes plaqué vers l'extérieur, c'est comme si, en fait, l'extérieur vous poussait vers l'intérieur. Et pourquoi est-ce que vous avez tendance à partir vers l'extérieur? En fait, vous ne partez pas comme ça. Vous avez tendance à partir comme ça et le siège vous pousse comme ça pour vous faire garder votre trajectoire qui est un cercle, en fait, ici. Donc, en fait, dans cette situation, c'est la direction de la vitesse qui change et non pas la norme de la vitesse. Enfin, ça peut aussi être le cas, mais ce n'est pas forcément le cas. Et donc, du coup, comme c'est la direction qui change, on n'a pas un MRU. Et donc, comme on n'a pas un MRU, eh bien, d'après la première loi de Newton, on n'a pas la somme des forces égale 0. Ça, c'est impossible d'avoir une somme des forces égale 0. Il faut, pour ça, qu'il y ait une force. Et on la sent, en fait, quand on est dans un véhicule. On a l'impression qu'on est éjecté, mais ce qu'on ressent véritablement dans un virage, c'est qu'on a quelque chose qui nous appuie justement en direction du centre du cercle, en fait, qui se trouve ici. Donc, l'inertie du corps a tendance à faire conserver la direction de la vitesse, et puis cette direction de la vitesse, elle est toujours tangente à la courbe. Donc, en définitive, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que quand on parle de force centrifuge, évidemment, moi j'en parle aussi dans le langage courant, bien entendu, mais il faut quand même savoir que c'est une force qui est fictive, qui n'existe pas, en fait. Il n'y a pas une force qui vous tire véritablement vers l'extérieur, c'est juste votre élan qui vous fait partir vers l'extérieur, et qu'au contraire, il y a plutôt une force qui vous pousse vers l'intérieur pour vous maintenir dans la courbe circulaire qu'il y a ici. Voilà pour tous ces petits exemples, il n'y en avait pas tant que ça, qui donc permettent d'illustrer un petit peu la première loi de Newton dans la vie de tous les jours. Il y a quand même plusieurs cas de figure que vous avez déjà pu tester vous-même ou au moins voir à la télévision par exemple ou sur Internet.